l'imagine, lui? Comment je l'imagine? Je l'ai vu une fois sur scène et il m'avait l'air d'être assez détendu. J'ai vu quand même pas mal de musiciens contemporains et j'ai l'impression que la musique, au lieu de les réjouir, leur pose des problèmes. Tandis que Xenakis a l'air épanoui, enfin je sais pas. L'impression que j'en ai eue quand je l'ai vu, c'est quand même il a l'air assez épanoui. La musique qu'il fait a l'air vraiment de le, comment dire, de le contenter, de lui faire plaisir. Ce que j'aimerais, c'est qu'il me dirige un peu dans cette rencontre et qu'il me fasse entrevoir des choses que je n'ai pas en tête. J'aimerais vraiment avoir un contact humain et ça, je ne sais pas comment ça va se passer parce que je ne connais pas du tout ses réactions. Ça, je ne sais pas du tout. Il conseille, tu vois, de prendre les choses simultanément. De prendre deux notes à la fois. Oui, c'est vrai. Tu vois, et c'est là où il a raison, parce que quand tu tombes sur des accords comme ça, tu te casseras moins la gueule. Bah, tu seras habitué, tu vois. Ouais. Tout ça, c'est Vincent, 20 ans. De passion, la musique et le surf. Il fait ses études à la section de musicologie de Vincennes. Il y est également assistant de travaux pratiques. Là-dedans, il y en a un petit peu là-dedans, là. Attends, je te corrige un peu ça, parce que je vais faire vraiment. Et ça, c'est une broche. D'abord, c'est d'accord, le frottement est beaucoup plus ancien que dans celui-là. Est-ce que tu as peur de cette rencontre? Mais non, j'ai peur, pas en face de quelqu'un, j'ai peur d'une ambiance. C'est-à-dire que si je me retrouve dans des ambiances de silence qui s'instaure, de questions qui sont répondues tout de suite et puis ensuite plus rien, puis un silence et puis il faut que je repose une question, des ambiances comme ça me font peur. Des ambiances difficiles, des ambiances mal à l'aise, ça me fait très peur. Je me dis qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, que c'est un homme comme tous les autres. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il me parle un peu comment dire, de sa vie. C'est ça qui me plairait énormément. De voir qu'en face de moi, non pas un musicien, mais un homme vivant, qui fait un métier comme d'autres, et pour lui, le métier, c'est d'être musicien et architecte. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Vincent. Entrer. Je voudrais qu'ils comprennent un peu la difficulté qu'il y a. On va s'asseoir là, si... Oui. À aimer son genre de musique. Alors je voudrais, si tu veux, qu'il soit sur un côté plus humain, qui se rend compte, qui fait quelque chose qui paraît aux gens un peu compliqué, etc. Voilà, alors Merci de savoir, ça s'est très bien passé. C'est un homme charmant. Ouais, ce que je dois savoir, c'est quand t'es arrivé devant Xenakis, tu t'es pas trouvé un peu petit? Oui. Ah oui, ça a été assez... En fin de compte, comme je suis arrivé, j'ai sonné et puis c'est lui qui m'a ouvert la porte, ça s'est fait assez rapidement, quoi. Je voulais savoir aussi comment vous en êtes venu à composer. Est-ce que vous aviez au départ... c'est quelque chose qui vous attirait ou est-ce que vous aviez déjà dès le départ une idée très forte de ce que vous vouliez faire en musique? Non, je n'avais aucune idée. Je savais que je voulais faire de la musique. Mais j'avais beaucoup d'empêchements. Dans ma jeunesse, c'était pas mon occupation, j'étais dans la résistance. Je faisais des études, je n'étais pas convaincu que c'était uniquement la composition que je voulais faire. Je voulais faire beaucoup de choses. Et je faisais beaucoup de choses d'ailleurs. Et puis, j'avais découvert les problèmes immédiats de la politique et de la résistance contre les occupants. Ça allait de pair, ça allait ensemble. Et ça a été une expérience d'agitation
d'organisation de clandestinité qui a duré combien? Depuis 41 pratiquement jusqu'en 45, fin 44, lorsque les Allemands sont partis. Et à ce moment-là, il y a eu, c'est peut-être pour la première fois qu'un peuple était unanime sur les méthodes, plutôt sur la façon de vivre qu'il souhaitait, qu'il s'était donné. Mais ça n'a pas marché comme ça, parce que, pour toutes sortes de raisons. Et c'est la tragédie qui commence à ce moment-là. La tragédie n'était pas tellement la guerre, mais c'était de voir que toute cette résistance et toute cette organisation sur une nouvelle base, c'était vraiment un monde tout à fait nouveau, régénéré, allait partir en quenouille par la faute des Alliés qui n'ont pas su utiliser cette énergie formidable de tout un peuple. Quand je dis des Alliés, ce sont les Anglais, et qui ont voulu immédiatement désarmer le peuple qui s'était armé pour combattre les Allemands. Et c'est comme ça que j'ai dû participer à une deuxième guerre de résistance contre les Anglais, où j'ai été blessé par les Anglais d'ailleurs. Et puis, mais entre-temps, j'avais décidé de faire, à tout prix, coûte que coûte, quitter la politique et revenir à la musique complètement. Et je me suis dit qu'en Grèce, il n'était pas possible, parce que déjà les Anglais avaient installé, en dépit de toute la résistance, un régime plus ou moins fasciste, d'où les colonels d'aujourd'hui et d'hier. Et c'est pour ça que j'avais décidé, pour faire la musique, d'aller aux États-Unis. Parce que les États-Unis, à l'époque, étaient un pays très libéral grâce à Roosevelt. C'est Truman qui a tout foutu en l'air, qui a créé la guerre froide avec Churchill, qui était le dernier représentant du colonialisme et de l'Empire britannique. Et on a vu dans quel état se trouve l'Empire britannique actuellement, par la faute probablement de cette politique. Mais sur le chemin, je suis passé par Paris. À cette époque-là, la France était comme une sorte de terre promise pour tous ceux qui avaient lutté, parce que la résistance avait gagné et tout espoir était permis. Et c'est comme ça que j'ai commencé par rester, et puis je me suis établi ici finalement. Mais toute la vie que j'ai vécue là-bas a d'abord, par cette activité politique, m'a mis en contact avec les questions fondamentales de la vie de l'homme, de manière immédiate et sanglante. Et les échecs subis et les expériences, plus tard, ont été elles aussi introduites dans la musique que j'ai faite. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai découvert certaines choses dans le domaine de la musique. Si je n'avais pas vécu cette vie-là, peut-être que j'aurais été beaucoup plus calme, peut-être que je n'aurais pas fait de musique finalement, je ne sais pas. La guerre, est-ce que sur la résistance? Bon, il en a parlé, enfin très simplement, si tu veux, il a dit que c'était une période très difficile. Mais c'est certain que ça a eu une incidence très très forte dans sa vie, qu'il a forgé, tu vois, dans ses idées, etc. Mais de toute façon, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Et puis, ça a été assez concis, assez court. Hein. Voilà.
Il y a sa femme, tu vois les bouquins là, que j'avais lu un peu. Ben, il y a sa femme qui dit, enfin, tu vois qu'elle en a marre, qui la fasse ramer toute la journée, tais-toi et rame, tu vois. Elle dit à un moment, tu vois, elle en a marre. Et elle en a marre aussi d'un type, tu vois, qui se lève tous les matins en disant, ah, j'aimerais retrouver la Grèce. Alors donc, vous êtes d'abord musicien, ensuite, vous vous posez des problèmes d'ordre plus... Il ne faut pas mettre les choses comme ça en ordre. Il y a Valéry qui disait que, Paul Valéry, que l'homme, jusqu'à 18-20 ans, il peut tout faire, de n'importe quoi, il est de tout. C'est très joli ça. Puis ensuite, la vie lui coupe les ailes petit à petit, et puis il reste qu'une seule chose. Éventuellement, je crois qu'il a dit éventuellement, sinon je le dis. Éventuellement une seule chose. Et ça, c'est-à-dire que l'homme est en même temps, surtout à votre âge, il est tout. Il est tout. Et ensuite, les strates des âges restent présentes chez lui. Il ne passe pas des phases comme les psychanalystes le pensent. On est enfant, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ou on est vieillard même quand on est enfant, et ainsi de suite. Oui. Il y a tout ça à la fois, comme des sandwichs ou des hachis parmentiers. C'est ça le psychisme de l'homme. Mais qu'on est capable de faire tout, c'est absolument indispensable. Ça, on ne comprendrait absolument rien. On serait cantonné dans une seule discipline ou dans une seule idée, puis ce serait la mort de l'homme. Si vous avez pris les mathématiques, c'est que vous pensiez qu'il y avait des problèmes en musique qui se posaient, qui ne pouvaient pas être résolus par la seule musique. Oh, les mathématiques, c'est un domaine, oui, qui rend certains services à la composition musicale. C'est juste. Mais pour toucher du doigt lesquels, enfin, pour découvrir lesquels, ça c'est une autre histoire. C'est une question de philosophie et non pas de mathématiques. C'est-à-dire, quelqu'un qui est un mathématicien qui voudrait faire de la musique ne fera rien du tout. Il faut, pour faire de la musique avec des mathématiques, ou avec de la génétique, ou avec de la physique, de la biologie, il faut être d'abord musicien, avoir même du talent, être un penseur, et pouvoir penser les formes, les structures qu'il peut utiliser, qui sont ailleurs, dans d'autres domaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a une communauté de formes, il y a une communauté de structures, il y a des précisions possibles. Et puis en plus, la musique est en retard. Parfois elle est très en retard, parfois elle est très en avance, à travers les millénaires. En ce moment, elle est en retard, à mon avis, par rapport à la pensée scientifique en général. Ce qui fait que les choses que les musiciens auraient dû découvrir, ce sont d'autres qui les ont découvertes. Voilà le grand désavantage, n'est-ce pas? Le handicap qu'il faut rattraper. Alors, lorsque, par exemple, le principe de l'annulation de la musique polyphonique, qui est linéaire, c'est pas mélodique, avec superposition de mélodies, qui était la musique tonale, qui est la musique sérielle, et toutes les musiques encore plus ou moins existantes. Faire de la musique en considérant des éléments et des masses, des nuages d'éléments, n'est-ce pas? D'où la notion de ligne est abolie. Ça, c'est une idée
que les musiciens auraient pu avoir déjà depuis le 19e siècle. Non, il a fallu attendre que ce soit moi qui le fasse. Alors je ne comprends pas pourquoi. Oui, donc il part donc en fait des mathématiques pour faire de la musique. Mais si, je répondais quand. Et c'est, enfin, d'après ce que je connais, c'est pas quelque chose que tu apprécies beaucoup et que tu aimes beaucoup. Et non, mais c'est comme ça, oui, posé comme ça, je n'apprécie pas tellement. Mais alors, lui, il va pas te répondre, il n'est pas parti des mathématiques pour faire de la musique. Il est avant tout un philosophe, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions sur la musique. Et c'est parce qu'il n'a pas pu les résoudre avec le matériau musical actuel qu'il s'est servi des mathématiques. Mais en dehors de cette écriture pour orchestre, il y a le domaine tout à fait nouveau, enfin relativement très nouveau et qui a un avenir formidable, c'est là où le compositeur a le pouvoir de créer le son, ne plus passer par l'orchestre ou par les moyens électroacoustiques d'un studio de musique électroacoustique, mais de créer les sons à partir carrément, directement de fonctions mathématiques et de complexes, de structures à partir de structures de fonctions mathématiques. Oui, oui. Alors théoriquement, on peut avec des fonctions mathématiques simuler n'importe quel son existant ou, surtout ce qui m'intéresse, inouï, qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Pas seulement les sons, mais également les musiques. Et alors, pour ce qu'on a entendu là, le dernier échantillon, c'est très différent parce que là, la structure est donnée par un programme spécial stochastique et qui a été d'ailleurs utilisé pour, que j'avais fait et qui avait été utilisé pour de la musique instrumentale aussi. Mais ici, ce même programme choisit ou définit plutôt des éléments, des particules sonores, c'est-à-dire ce sont des fragments de ces ondes qu'on avait vues au début, mais dans une sorte d'enveloppe qui est symétrique et qui dure, le son, la particule sonore dure peut-être de l'ordre de dixième ou de centième de seconde, enfin ça varie. Parce que c'est comme une pluie de sons, comme les molécules d'une fumée de cigarette. le fait de passer par un processus de plus en plus complexe dans la musique contemporaine, est-ce que c'est pas, enfin, on va pas arriver à un point de non-retour, c'est-à-dire un moment où la musique va vraiment se désolidariser totalement de toute vie sociale et va ne devenir que l'aboutissement d'un processus de plus en plus intellectualisé? Ouais, ça c'est un problème beaucoup plus profond. C'est le problème du rôle de l'art ou de la récupération de l'art par la société. Ça va avec cette question. Parce que si le bourgeois moyen ou moins moyen ou élevé ou l'ouvrier est séparé ou a des problèmes devant l'art contemporain, ça c'est uniquement parce que d'abord il y a eu une accélération dans l'évolution de l'art très très grande, et ensuite parce que l'art n'est pas employé, ne fait pas partie de la vie de l'homme. Ce n'était pas autrefois comme ça. Et il y a des sociétés qui peuvent servir de modèle pour ce que je veux dire. C'est une société encore qui existe, qui va vite disparaître aussi. C'est ce qui se passe à Bali, où on a un modèle d'une harmonie de l'activité de l'homme. Hein, l'art qui est la musique, la danse, le théâtre, le travail agricole, la magie, l'amour, la société, l'architecture, tout ça fait un tout harmonieux et tout le monde participe d'une manière tout à fait naturelle. Tandis qu'ici, avec les spécialisations qu'on a, différenciations en classe, non seulement de possédants ou de non-possédants,
mais aussi en classe d'intellectuels, de non-intellectuels, chez les intellectuels, toutes sortes de morcellement de la personnalité de l'homme, ce qui fait que l'harmonie a disparu de cette société. Et l'art, donc, n'est plus que chez quelques-uns. Thank you.